Bonjour à tous ceux qui arrivent pour ce nouveau webinaire de l'Association française d'agronomie en partenariat avec Agrinium, IDEAS et le RMT Champs et Territoires. Et je vais laisser Christophe Dodin, qui pour la FA aujourd'hui anime ce webinaire, présenter les intervenants. Moi, juste pendant que les personnes arrivent progressivement. Je vous rappelle que sur le plan de l'interaction avec les animateurs et les intervenants, vous avez deux boutons que vous pouvez utiliser, le bouton discussion ou chat ou converser qui vous permet de donner des informations si vous avez envie d'en donner ou de me faire part de vos soucis techniques éventuels. Et l'autre bouton important dans le cadre de ce webinaire, c'est le bouton QR qui vous permet de poser toutes les questions aux deux intervenants de ce webinaire. Et ces questions, vous pouvez bien évidemment les poser au fil de l'eau, au fil de l'intervention, puisqu'ils vont avoir un temps d'intervention, puis après un temps de questions-réponses. Et je donne la parole donc à Christophe pour introduire ce nouveau webinaire. À toi, Merci. Christophe. Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire. Donc, je suis Christophe Nodin, agronome à l'ESA d'Angers. Avec Marie-Hélène Geoffroy, on est très heureux de vous inviter à ce 5e webinaire dédié aux innovations des agriculteurs. Ce webinaire proposé par Agrinium, par l'Association française d'agronomie et le réseau mix technologique Champs et Territoires Ateliers et IDEAS, l'initiative pour la conception dans les systèmes alimentaires. Aujourd'hui, nous allons parler de réflexion sur la résilience avec un agriculteur, Gaëlle Dupont, agriculteur en Champagne, et Aude Charlier, agricultrice et agronome. Notre objectif pour ces webinaires est double. Présenter une innovation réussie dans le cadre de l'agroécologie mise en œuvre par l'agriculteur satisfait. Décrypter la logique d'action de l'agriculteur, c'est-à-dire les relations entre les pratiques mises en œuvre par l'agriculteur, ses objectifs, les résultats qu'il souhaite obtenir, les observations qu'il fait pour faire évoluer ses pratiques et une interprétation fonctionnelle de ces pratiques de manière à partager les savoirs en agroécologie. C'est à travers un dialogue entre Gaëlle Dupont et Aude Charlier qu'on va tenter de décrypter cette logique d'action. On espère également pouvoir formaliser cette logique dans l'outil GECO, un outil web de gestion des connaissances pour la transition agroécologique qui présente des techniques alternatives contribuant à la transition. En termes d'organisation, on écoutera d'abord Gaëlle Dupont et Aude Charlier pendant environ 30 minutes, décrire les pratiques innovantes. Pendant ce temps, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie QR de l'outil de visioconférence. Et dans la seconde demi-heure, nous prendrons vos questions et demanderons à nos intervenants d'y répondre. Ce webinaire est enregistré et sera mis en ligne sur le site de l'AFA rapidement. Je laisse la parole à nos intervenants. Bon webinaire à tous. Merci Christophe. Donc bonjour à tous. Écoutez, je vous propose qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet. Donc je vais interroger Gaëlle qui va nous présenter son exploitation et son système. Alors pour commencer, Gaëlle, est-ce que tu peux peut-être présenter succinctement ton exploitation et son contexte? Alors bonjour à tous, donc Gaël Dupont, je suis agriculteur viticulteur en Champagne, au sud-ouest de la Marne. Donc moi je me suis installé en 2006 sur l'exploitation familiale. À l'époque, j'avais 90 hectares sur un système qui était beaucoup basé en TCS, technique culturelle simplifiée, avec betterave, blé, orge, escourgeon et luzerne, betterave. Donc, on a des terres de champagne crayeuses et des terres un peu de bordure où c'est qu'on a un peu tous les types de sols. Ça va être limon, argileux avec un peu de pierre amelière et un peu de marais quand on est aux bordures des marais de Saint-Gon. Voilà. Ensuite, ça c'était il y a donc 15 ans, ça passe vite. Et l'exploitation a évolué. Donc aujourd'hui, on a 155 hectares de terre et 5 hectares de vignes. Depuis 2 ans. Et on a fait évoluer notre assolement petit à petit et nos pratiques. Donc, on va revenir là-dessus. L'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce qu'on a fait? Aujourd'hui, on a supprimé l'orge d'hiver et la betterave, très clairement pour des raisons agronomiques, et on a rajouté des légumineuses. Voilà un peu pour brosser le système
de l'exploitation aujourd'hui et tout est en semi-direct aujourd'hui. Et Voilà. tu disais au niveau travail du sol, ton père faisait déjà très peu de labour. Ouais. Donc mon père avait déjà très fortement réduit le labour. Il le faisait plus que pour les cultures de printemps comme les betteraves, quelques orges. Et puis on s'est rendu compte sur des parcelles que ça faisait déjà 15 ans qu'on avait arrêté de labourer, qu'on avait de moins en moins de problèmes à les travailler. Donc on s'est dit on va tenter sur toute l'exploitation donc ça fait 14 ans qu'on a arrêté de labourer toute l'exploitation. Ok, et donc vous êtes allé vers des systèmes de plus en plus light en travail du sol, de plus en plus superficiels. C'est ça, on a fait une progression en remontant petit à petit le travail du sol et en apprenant aussi, parce que ça ne se fait pas en un an, l'évolution de nos sols. Mhm. Après, on sous-entend que tu es que l'agriculture de conservation, c'est quelque chose qui va être dans le sujet. Quand on parle d'agriculture de conservation, on parle aussi de couverts. Est-ce que ça, c'est des choses que vous mettez en place depuis longtemps? Ouais. Alors, en fait, nous, l'exploitation, elle a surtout évolué depuis vraiment 10 ans. Donc, on a commencé par se regrouper. On était tous les deux avec le collègue un peu défonceurs et on aime bien expérimenter et faire des choses. Donc, et à deux, on a mutualisé, on va dire, un peu le risque. Et puis, à deux, on est plus fort que tout seul. Avec Donc, le collègue, quand tu dis le collègue, c'est qui le collègue? le collègue, c'est Jean-Baptiste Dervis, c'est un copain agriculteur qu'on s'est rencontré aux Jeunes Agriculteurs. Voilà, C'est ton voisin, donc. un voisin de loin, on est à 15 km quand même, mais ça Mais nous avec qui tu partages le matériel et avec qui tu fais les travaux? ouais, tout, et puis les idées aussi. C'est ça qui est le plus important. Et donc, à force de discuter et puis chacun avoir des renseignements de chaque côté, on s'est bien rendu compte qu'on avait le même esprit et on s'est dit, lui de son côté, pareil, il labourait encore et il a dit, j'arrête parce que quand il a vu chez moi comment ça évoluait, il s'est dit, j'arrête aussi. Et puis, on s'est dit, on va essayer de trouver des solutions pour diminuer les phytos parce que ça ne nous faisait pas plaisir d'en mettre. Ça a commencé comme ça. Il y a 10-12 ans, on a commencé les plans de campagne dans le colza parce qu'on ne s'en sortait plus. Là. On mettait de plus en plus d'insecticides sans plus de solutions que ça. Et ça a été un peu le première pierre à l'édifice qu'on a mis, ça et les couverts multi-espèces. Donc, pour tout ce qui était interculture longue, comme pour les cultures de printemps. On s'est aperçu beaucoup mieux à reprendre les sols avec des intercultures multi-espèces qu'avec juste une moutarde. Donc, voilà pourquoi. Et après, petit à petit, on évolue, quoi. Ok. Et tu m'avais parlé d'un voyage d'études qui a été un peu un déclic pour vous, enfin toi et ton collègue. Ouais. Alors en fait, ça sert. On avait commencé donc à mettre ces choses-là en place et puis on s'intéressait toujours. Hein. Et avec la Fédé de la Marne, on avait fait un voyage et c'était donc en Côte d'Or et en Suisse. Et là, c'était chez des exploitants. C'était après 2016, juste après la récolte 2016, qui était quand même catastrophique. Hein, faut se le dire. Et eux, ils avaient déjà pas des gros potentiels, ils avaient fait des mauvais rendements, mais malgré ça, ils s'en sortaient mieux que nous. Et là, on s'est dit, là, il y a un souci, là, parce que nous, on a des plus gros potentiels, on a des meilleures terres qu'eux et on gagne moins d'argent. Donc là, on s'est dit, il faut vraiment faire quelque chose. Il faut qu'on limite nos charges, alors nos charges de structure, nos charges de mécanisation, nos intrants. Faut regarder sur tous les tableaux qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut être plus résilient, en gros. C'est là que tu... Ouais, c'est ça. Et, avoir moins, de toute façon, moins tu vas en mettre et moins tu as de problèmes aussi. Et donc, ces exploitations-là étaient complètement en conservation. Donc, c'était chez Stéphane Biotte en Côte d'Or, tout en semi-direct. Son exploitation, il avait certes baissé un petit peu les rendements, mais il avait tellement baissé les charges qu'il vivait déjà plus heureux. On le voyait, il était plus détendu que nous. Et ça donnait envie, quoi. Parce que c'est important aussi d'être bien dans sa tête à tous les. Et puis, parallèlement, notre système en TCS commençait à éprouver un peu des problèmes avec les vulpins et les raies. Et c'est à cette époque-là qu'il y a Jean-Luc Forler qui est arrivé dans notre zone. Et, Jean-Luc Forler, qui est un technicien spécialisé. chez Vivessia maintenant. Et lui, il avait fait beaucoup d'essais en semi-direct en Moselle ou Meurthe-et-Moselle, et chez des personnes qui avaient des gros problèmes vulpins et gras. Et il arrivait à réduire le problème par le semi-direct, les couverts et le glypho. Et nous, en
en TCS, malgré qu'il y avait Glypho et tout ça, on n'y arrivait pas. Donc, en rassemblant un peu tout ça, on s'est dit là, faut vraiment on a pris conscience que notre système, il était un peu en bout et qu'il fallait qu'on change pour retrouver de la rentabilité, un peu plus de joie de vivre, on va dire aussi. Et puis, bah, oui, bah, côté économique, et puis peut-être plus intéressant aussi agronomiquement. Ok. Et donc, c'est suite à ça que vous avez décidé de vous former un peu tous azimuts Ouais, pas tout à fait tous azimuts. On s'est formé, on a vu d'abord ces agriculteurs-là qui fonctionnaient bien. Ils nous ont orientés vers des pistes parce qu'ils commençaient à utiliser les extraits fermentés, ils commençaient à utiliser des choses comme ça. Et là, on s'est dit, bon, bah, il va falloir qu'on se forme dans tout ça. Et par où on attaque, quoi. Donc, on a commencé, on a essayé d'identifier un peu les points. Donc, il y avait le côté mécanisation, mais ça, c'était assez simple. Après, il y a eu le côté plus agir sur les phytos. Donc là, on a été faire des formations sur les extraits et tout ça. On va revenir un peu après. Et puis après, bah, faut comprendre la démarche, faut comprendre tout ça, et ça met du temps. Et plus on fait de formation, plus on rencontre des agriculteurs qui font les mêmes choses et on partage. Et c'est là qu'on a avancé petit à petit. Ça fait 5 ans vraiment qu'on est parti à fond. Et là, on commence à avancer, quoi. Ok. Mais donc, tu disais, finalement, dans cette diversité de formations avec des axes un peu différents, ce qui se recroisait à chaque fois, ce qu'il y avait en commun, c'était que l'objectif pour avoir un système plus résilient, plus robuste, c'était d'avoir des sols plus vivants. Ouais, à chaque fois, c'était d'avoir des sols vivants. La base, c'est ça. C'est aussi le plus dur à y arriver. Et donc, oui, ça, comment est-ce qu'on y arrive? Ouais, voilà. Comment on y est arrivé? Nous, on a identifié 3 objectifs. Donc, c'était diminuer les engrais minéraux, parce que les engrais minéraux sont assez agressifs pour la vie du sol. Ensuite, avoir un sol toujours couvert. Donc, ça, c'est ce qu'on essayait de faire, mais il fallait aussi couvrir quand il y avait des intercultures courtes pour pas que nos micro-organismes soient abîmés. Et ensuite, diminuer les phytos. Alors, ça, c'est bien quand on le dit, après, il faut y arriver. Exactement. Donc, ouais, si on les prend un par un, si tu dis diminuer les engrais minéraux, comment tu t'y prends? Ouais, alors ça, c'est malgré que ça paraisse être le plus simple, c'est pratiquement le dernier levier qu'on vient de mettre en place parce qu'on n'avait pas le matériel ni la main-d'œuvre nécessaire pour le faire. Donc, bah, clairement, on a supprimé déjà l'ammonitrate parce que à force de voir des formations, à chaque coup, on nous a dit ouais, c'est le plus efficient, mais c'est aussi celui qui abîme le plus la vie du sol. Donc, on s'est dit bon, bah, celui-là, on va en mettre des autres. Ensuite, on a conservé quand même la solution azotée parce que bah, pour l'instant, on n'arrive pas à faire de l'agriculture sans trop d'azote. Ou après, ça fait quand même vraiment baisser les rendements. Donc, on n'en est pas encore arrivé là. Et par contre, on essaie de mettre la solution azotée quand elle impacte le moins, c'est-à-dire quand il fait assez froid. Parce que la vie du sol est encore pas trop réveillée. Et à ce moment-là, on impacte moins la vie du sol. Et puis ensuite, bah, pour tout ce qui est engrais de fond, là, à partir de l'année dernière, on a remplacé tous les engrais de fond par des composts. Ok. Donc, donner de la vie et tout ça. Et les composts, on les enrichit en basalte pour amener encore des autres minéraux et du paramagnétisme. Ok. Et donc, tu disais, deuxième objectif pour avoir un sol vivant, avoir un sol toujours couvert. Ouais. Alors ça, au début, quand on a commencé, on a écouté un peu ce qu'il nous a dit, c'est-à-dire derrière la batteuse, il faut semer. Alors ça, c'est bien sur le plan, mais alors, en vrai, c'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Et parce qu'il y a quand même pas mal de sécheresse là, depuis quelques années, et on avait beaucoup de mal. Donc souvent, on loupait nos intercultures courtes. C'est-à-dire interculture courte, c'est par exemple entre un colza et un blé. Et alors on nous avait dit il faut semer des févroles, il faut machin. Mais au final, on s'est retrouvé avec des toutes petites févroles qui ne faisaient rien. Et ça coûte du temps, de l'argent et pas grand-chose. Donc, on a mis en place, on a essayé des choses. Par exemple, le colza, on se met du trèfle blanc nain pour qui se développe une fois que le colza a été fauché. Comme ça, le couvert était déjà en place. Donc ça, c'est pas facile toujours à réussir, surtout avec les années sèches qu'on a quand on sème les colzas. Ensuite, on a fait par exemple, quand on est comme nous on a de la luzerne, derrière les luzernes, on fait un blé en direct et on laisse notre luzerne vivante dans le blé. On essaie juste de la freiner un peu. Et arrivé après la fauche du blé, la luzerne repart et ça nous fait déjà un couvert pour l'année d'après. On n'a pas besoin de le semer. Donc ceux-là, ils sont réussis parce qu'ils sont déjà en place en fait. Un peu comme des couverts permanents. Hein. Et puis ensuite, on essaie de gérer aussi, par exemple, derrière un colza, on passe un coup ou deux derrière sa paille, donc sur un demi-centimètre,
ça provoque une super belle levée et on a des couverts beaucoup plus réussis que quand on les semet. Et ça nous fait de la matière et on a moins de problèmes comme ça nous fait moins de temps à passer et on gère aussi les campagnols en même temps avec l'air paille. Ouais. Donc, il ne te reste plus que tes intercultures longues finalement à semer réellement. Ouais, on va dire les semi-longues et les longues, parce que les orges de printemps, maintenant, on les sème à l'automne, parce que voilà, la météo change. Donc, ça fait des trucs qu'on sème au 15 novembre, et puis certaines qu'on va semer en février, mars, avril, pour les intercultures vraiment longues, pour des cultures comme cette année. Cette année, il y a quoi? On a fait des vesses, de la lentille, des choses comme ça, où là, on vient seulement de les semer. Donc, l'interculture a été beaucoup plus longue. Ok. Oui, donc globalement, finalement, par rapport à tes débuts, maintenant, tu as des sols beaucoup plus couverts en permanence, mais à moindre frais par rapport à ce que tu essayais de faire au départ. Ouais, c'est ça. On essaie. Alors, il y a deux leviers pour réduire les coûts. Essayer déjà de se servir des repousses quand elles sont utiles, comme le colza, c'est ce qui va super bien. Et puis, on essaie de produire toutes nos semences sur la ferme, parce qu'on s'est clairement rendu compte qu'en général, quand on achetait la semence, ils s'arrangent à ce que ça coûte 50 € de l'hectare pour que ça soit admissible pour les exploitants. Mais en fait, on n'a pas suffisamment de nombre de graines. Alors là, aujourd'hui, ça nous coûte 50 € de l'hectare, sauf qu'on a 2 à 3 fois plus de graines, voire 4 fois. Ouais. On a des couverts épais, et comme les couverts sont épais, on a moins d'adventices, il y a plus de végétation et c'est mieux, quoi. Voilà. Ok. Ok. Et du coup, tu disais ton troisième levier pour favoriser un sol vivant, c'est de se donner l'objectif de diminuer les phytos. Ouais, alors ça, c'est le plus compliqué à mettre en place. Enfin, c'est surtout le plus dur dans l'esprit, parce qu'on nous a quand même. Enfin, moi, j'ai été à l'école, on m'a dit il faut mettre des phytos à tel stade, et là, au début, tu hésites un peu quand même. Donc, en fait, on va le faire par famille de phytos, parce qu'en fait, chacune a un peu. On n'a pas résolu le problème de la même façon, on va dire. Donc, déjà, en fait, ce qu'on a commencé par faire, c'est diminuer nos charges. En diminuant nos charges, on a baissé notre objectif de rendement pour être rentable. Et donc, du coup, on peut accepter plus de tolérance. Surtout en insectes, un petit peu en herbe et tout ça. Donc, ça permet aussi déjà de se détendre. Quand tu sais qu'avec un colza à 15 quintaux, on est rentable, aujourd'hui, là, il a peu de mal à fleurir après les gelées. Bon, voilà, il va y arriver à les faire les 15 quintaux, quoi. Donc déjà, ça c'est une première chose à mettre en place. Si on réduit les charges, on est déjà moins contraint à mettre des phytos. Ça c'est sûr. Donc ensuite, pour diminuer les insecticides, c'était la première famille qu'on essayait d'arrêter, parce que bon, on se dit pour la biodiversité, les insectes c'est quand même utile. Donc on a essayé d'utiliser le plan de compagne, donc en colza, donc on en est plutôt satisfait. Hein. Donc soit avec des plants de compagne, soit avec des variétés plus précoces comme la Lycia. Et voilà, après là, on va peut-être essayer de mettre la févrole en même temps que le blé, la févrole d'hiver dans le blé pour essayer, pour peut-être que comme ça attire plus les pucerons que le blé, on se dit peut-être que ça va aider aussi. Et ensuite, l'autre point, on va dire là, c'est plus pour les perturbés. L'autre, c'est plus d'essayer d'avoir des plantes avec une meilleure santé. Donc, on met des oligos, on met des extraits, on met des choses pour les nourrir, pour les booster, qu'elles soient en bonne forme. Et quand on est en bonne forme, ils attirent moins les insectes. Et est-ce que le taux de sucre est plus élevé dans la plante et après, ça aiderait à ce qu'on ait moins d'attaques. Alors, j'ai pas dit. Il y en a Et plein. donc, niveau insecticide, pardon, aujourd'hui, tu en es où? Tu en utilises encore un petit peu dans certaines conditions Ça fait 4 ans qu'on n'en a pas utilisé. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas sans impact. Hein, voilà. Alors après, quand on voit vraiment qu'il y a des problèmes, comme l'autre jour, il y en a eu vraiment une énorme attaque de méligette là, juste avant les grands froids. Là. On est passé avec des huiles essentielles. Quoi. On s'est dit, l'huile essentielle, ça sera toujours moins pire. Quoi. Mais donc aujourd'hui. Tu as pu voir le résultat? Pas vraiment. C'est dommage, mais on n'a pas fait exprès. On est tombé en panne, on n'a pas pu finir. Et en plus, il a fait -4 le lendemain. Donc, à mon avis, les méligettes. Effectivement. Donc, il y en a plus, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'à marcher. Et ça, c'est le problème. Et puis, donc là, maintenant, on essaye les infusions aussi. Donc, et les ravageurs. Ensuite, pour les utilisateurs, ce qui s'est mis en place, alors naturellement, déjà, quand on est en semi-direct, les plantes, comme ça minéralise moins vite, vu qu'on n'a pas travaillé, elles vont tout de suite moins vers le gigantisme. Donc, elles sont moins hautes naturellement et elles mettent plus de temps à redémarrer au printemps, vu que le sol est plus long à redémarrer, à se réchauffer.
Donc déjà, on avait déjà moins, on en mettait déjà quasiment plus. Ensuite, on a rajouté à ça les mélanges de variétés pour les céréales, et en blé surtout. Et en fait, on n'a plus de problème de verse. Et puis, je pense aussi qu'en mettant un peu moins d'azote minéral et un peu plus organique, on arrive peut-être mieux à gérer, ça fait moins des à-coups d'azote. Alors, à vérifier, hein, mais pour l'instant, on n'est plus embêté avec ça. Surtout que les régulateurs, c'est quand même un gros impact sur la vie du sol. Alors, Ok. ensuite, les herbicides. Alors là, c'est le gros problème qu'on a. Hein. Surtout qu'on a commencé le semis direct avec des problèmes très graves à Vulpin, ce qui est un peu un gros souci par chez nous. Et donc là, on est plus parti en essayant de modifier notre assolement, repartir à l'agronomie, hein, voilà, tout bêtement. Donc en essayant de mettre des systèmes où on avait des systèmes blé, colza, escourgeon classiques de notre terroir. Aujourd'hui, on fait févrole ou pois d'hiver, colza, blé, orge de printemps. Donc ça nous fait 2 cultures de printemps, 2 cultures d'automne et 2 dicotes et 2 graminées, tout ça croisé. Ça nous permet de varier un peu plus les familles de désherbants et pas que ça soit les mêmes flores qui soient toujours en place. Et donc je pense que là, bon, ça fait 3 ans qu'on est parti là-dedans. Donc je pense que quand on aura fait, on commence à avoir des améliorations, mais c'est pas encore suffisant. Ensuite, ce qu'on avait fait déjà avant, c'était qu'on avait investi dans une station de traitement d'eau là pour que nous on a des eaux très calcaires et ça perturbe pas mal les utilisations des phytos, des sulfos et des glyphos par exemple. Et donc on avait installé ça et on avait déjà divisé par 2 les doses comme le glyphosate, voire par 3 en ayant la même efficacité, voire des fois même meilleure. Donc on a réduit, on va dire, en améliorant la qualité de pulvérisation, en remettant les bonnes buses, en mettant des volumes plus adéquats et en traitant l'eau. Voilà. Ok, oui, donc c'est pas négligeable en impact. Non, bah non, mais voilà. Et puis la dernière étape, ça a été les fongicides. Celle-là, elle est arrivée l'année dernière. Alors, c'était une année facile sur les céréales, sur les colzas aussi. Il n'y a jamais plu, de toute façon, comme c'est bien parti cette année. Et donc là, les fongicides, on a les mélanges variétaux qui nous aident. Un peu moins d'azote minéral, on le voit. On le voit bien dans nos vignes, depuis qu'on a mis des couverts végétaux et puis qu'on met un peu moins d'azote, et clairement, il n'y a plus de botrytis. Hein. Donc, ça veut bien dire que quand il y a beaucoup d'azote libre dans la plante, il y a aussi beaucoup plus de maladies. Et puis ensuite, pour contrer les maladies, on essaie d'avoir les plantes en meilleure santé. Donc, c'est-à-dire, on fait des analyses de sève pour voir s'il y a des carences en oligo-éléments. Donc, s'il y a le cas, on complète. Et puis ensuite, on essaie d'avoir des plantes toujours réduites au niveau du redox parce que pour plus avoir le problème que les maladies sont toutes dans l'oxydé. Donc, on va faire des extraits fermentés, des décoctions pour rabaisser ou des infusions thym, sarriette, origan pour réduire le redox. Mais Ok. voilà. Oui, donc, ok, à travers tout ça, tu nous as parlé de pas mal de notions de potentiel redox, d'extrait fermenté, de paramagnétisme, qui sont des notions dont on n'entend pas beaucoup parler dans le monde agricole, en tout cas classique. Comment tu t'es lancé là-dedans? Est-ce que c'est aussi en te formant? En fait, déjà en allant voir Stéphane Biot, lui, il commençait à les utiliser. Il nous avait clairement dit il faut falloir y aller parce que ça permet vraiment de passer un cap, quoi. Stéphane Biot, qui est un agriculteur. Ouais, et qui est aujourd'hui tout en bio, mais voilà, sur une grosse structure. Et puis après, on a fait En fait, on a rencontré d'autres agriculteurs chez Philippe Houdan, tout ça, des gars qui s'en servent depuis 4-5 ans, qui en sont très contents et qui n'utilisent plus du tout de fongicides. Et là, on s'est dit, si eux, ils y arrivent, pourquoi pas nous? Donc, on s'est formé auprès d'Éric Potiot, puis d'autres. Hein. Là, cet hiver, on était en Bretagne chez Patrick Boater et tout ça. Et c'est là qu'on a vu le redox, comment ça fonctionnait, les taux de sucre avec le Brix, et ainsi de suite. Et ça nous a permis de mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Alors, je pense qu'on n'en comprend pas encore 5%, mais du coup, on comprend que c'est vraiment un système, que tout part du sol. Si notre sol n'est pas en bonne santé, tout ce qui pousse dessus, on va avoir des problèmes. Donc, il faut faire tout pour que le sol fonctionne et derrière, nos plantes iront mieux. Et si elles ne vont pas mieux, on essaie de
les améliorer, comment je dirais, avec des extraits, en les bichonnant, quoi. Enfin, en leur amenant des toutes petites. C'est comme nous, quand on mange bien et on est en bonne santé, il n'y a pas de problème. Les plantes Mais font comme nous. comment? Ouais, j'entends bien, mais du coup, comment tu observes que ça fonctionne, tout ça, toutes ces techniques que tu mets en place? Bah, en fait, on constate pas. Enfin, c'est pas qu'on constate vraiment. Nous, ce qu'on voit, c'est que si on veut bien, on va jamais atteindre les seuils de déclenchement de phyto. Donc, pour l'instant, tant qu'on n'atteint pas le seuil, c'est qu'à la rigueur, on n'a pas besoin de faire autre chose. Après, on ne fait pas des comptages et tout ça. On a à force avec des contacts et tout ça. Il y en a qui ont fait des essais sur des bandes. C'était spectaculaire. Même certains extraits fermentés qui ont fonctionné pour la sécheresse, sur des orges de printemps. En vigne, moi je l'ai vu l'année dernière, j'en ai utilisé plein. C'est-à-dire qu'à tous les passages, avec mes cuivres soufre, parce qu'on est en bio en vigne, je mettais des extraits fermentés, alors divers et variés dans la météo. Et Parce que juste, il faut peut-être préciser que tu es passé en bio récemment sur les vignes, même si on est là plus pour parler des cultures. Non, mais voilà, c'est juste une anecdote. Ouais. Et donc, on s'est rendu compte en fin de saison que nos feuilles restaient beaucoup plus longtemps que les voisins et même les conventionnels qui avaient fort traité. Alors que d'habitude, ceux qui restaient le plus, c'est ceux qui ne traitaient pas beaucoup. Enfin, c'est ceux qui traitaient beaucoup, je veux dire. Et donc, du coup, on s'est dit, bah oui, en fait, nos plantes, elles sont en meilleure santé vu qu'elles gardent le feuillage plus longtemps. Et on a fait une meilleure mise en réserve. Et je pense qu'à terme, ça devrait se voir sur la qualité de notre vigne. Ok. Et Voilà. par rapport à tes objectifs d'avoir un sol plus vivant, comment tu l'observes, comment tu l'évalues? Ça, on l'a clairement observé l'année dernière sur nos sols de céréales, vu qu'on a arrêté de mettre des fongies. Ça a été clair et net, en fait, en passant à zéro fongie, malgré une année sèche, les pailles elles ont noirci assez rapidement. Tout s'est dégradé dès les premières pluies de septembre. Il y a les vers de terre qui ont remonté, ils ont mangé ça en 2 temps, 3 mouvements. On s'est retrouvé au mois d'octobre à semer par exemple, les repousses de colza. On trouvait déjà quasiment même plus moitié des cannes de colza, alors que d'habitude, elles étaient intactes. Dans les pailles, pareil, quand on arrivait à semer nos pois d'hiver au mois de novembre, il n'y avait plus de paille dans le champ, il n'y avait plus que le couvert. Tout était mangé. Et ça, on n'avait jamais cette vitesse de dégradation-là quand on mettait des fongicides, en fait. Donc, c'est normal, hein, c'est les champignons qui dégradent et d'habitude, on les tue. Donc voilà. Donc, oui, et après, on voit que notre système, il est encore pas encore au top. Hein. Je pense que ça commencera à être vraiment bien dans 3-4 ans. Tous les ans, on rajoute des briques. Moi, j'appelle ça comme ça, après notre mur. Et donc, il y a encore des choses à faire. On a l'activité des vers de terre, on en voit beaucoup plus. Quand on fait des petits tours de plaine chez nous, on prend une bêche. Bon, bah, si on n'a pas 5 à 10 vers de terre, on est déçu, quoi. Alors qu'avant, dans un champ labouré, quand on voit un, des fois, tu es heureux. On se rend compte ils sont plus nombreux et je pense plus actifs aussi. Parce qu'on se rend compte que dans les champs de luzerne, derrière un passage en sileuse, bah, 15 jours après, on voit quasiment plus les traces de pneus. On n'arrive plus à dire tout est recouvert de turicules sur toute la surface. Et ça, c'est fou, quoi. On a des champs, ils se travaillent. Enfin, t'arrives, en fait, ils se travaillent tout seuls. Il n'y a plus d'eau qui va dormir là. Et ça c'est vraiment la preuve que ça va mieux, quoi. Enfin, ça commence à aller mieux, je pense. Ok. Voilà. Ok, oui, donc tu observes vraiment une évolution depuis que tu as mis en place toutes ces pratiques progressivement, quoi. J'aurais une dernière question pour ma part. Donc là, tu nous as montré que tu mets en place beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans le système depuis ton installation. Mais te connaissant, et je pense qu'on le comprend assez vite, on dirait que tu ne vas pas t'arrêter là. Est-ce que tu as des projets pour la suite? C'est quoi les orientations que tu prévois pour ton exploitation? Alors là, en fait, les orientations, donc il y a eu, ça va être, en fait, on a refait des formations cet hiver chez Jean-Charles Devilliers. Donc là, c'était sur les têtes de compost. Donc c'était assez intéressant. Lui, il a vachement bossé, comme il est en bio, pour nourrir ses plantes. Les têtes de compost, je pense que ça peut être une bonne option pour amener encore un peu d'éléments, tout ça, les renforcer. Et puis, aussi, il nous a amené des solutions avec des acides aminés, avec des choses comme ça, qui permettent d'imiter encore plus les engrais azotés. Et je pense que cette année, sur une parcelle, je vais faire un essai, pas mettre de troisième apport et le faire, par exemple, en acide aminé, quoi, pour vraiment voir
si on arrive à tenir nos protéines, quoi. Si on a les protéines et le rendement et qu'on peut éviter le troisième apport, c'est top, quoi. On abîme moins nos sols, quoi. Donc, voilà. Et puis ensuite, là, on a commencé, pareil, on a vu des formations enrobage des semences avec tout un tas de matières naturelles, hein, acide humique, guano, lombricompost et compagnie. Et là, pour tous les semis de printemps, on a fait des essais dans les champs. Donc, sur une dose de maïs, on a fait, là, on a fait des lentilles, on a fait des vestes, on a fait de l'avoine comme ça. Et j'ai fait des tests en bocaux aussi. Donc, on met un bocal et puis on met les graines dedans avec un peu d'eau. Et on regarde sur du sable. Et on voit des choses rigolotes parce que les vestes, elles ont au moins, en 3 jours de temps, elles avaient au moins 24 heures d'avance sur celles qui étaient enrobées que celles qui n'y étaient pas. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'on se dit, si on arrive vraiment à faire le bon dosage, je pense que nos plantes vont passer devant les adventices, on va dire, et du coup, on aura moins de problèmes de désherbage. Donc, ça, c'est un peu les trucs à mettre en place, à faire des tests, et une fois que c'est testé, on va mettre sur toute la surface des 2 exploitations, quoi. Oui, ok. Donc, il te manquera vraiment plus grand-chose pour passer en bio. Et ouais, c'est un peu ça. On se pose des questions maintenant. On en arrive, on l'a fait en vigne. Là, on se dit, en champ, ouais, on n'est pas loin, quoi. Donc, ouais, on se pose des questions. On va laisser encore 2-3 ans, histoire que notre système il soit vraiment bien résilient, qu'il soit autonome, ou presque. Et là, comme on n'a pas d'élevage, voilà, après, on pourra passer, du coup, peut-être plus facilement en bio, quoi. Ok, merci Gaël. Merci Gaël, merci Aude. Alors, on a quelques questions dans le chat et dans les questions-réponses. Alors, une première question à laquelle, Gaël, vous avez apporté des éléments, mais peut voir s'il y a des choses à compléter. Question de Marie-Sophie Petit sur, quand vous dites que vous recherchez d'avoir des sols plus vivants, Oui. donc comment vous l'évaluez et qu'est-ce qui vous satisfait? Donc, vous avez donné des informations sur les vers de terre, la dégradation des pailles. Si vous pouvez approfondir un peu ça ou compléter. Ouais, en fait, il y a ça. Et puis, déjà, on voit que notre taux de matière organique, il remonte gentiment. Je pense que, justement, toujours le même, Stéphane Billotte disait qu'il arrivait avant semi-direct à remonter de 0,1 point par an. Et depuis qu'il est passé avec des extraits fermentés, il arrive à monter pratiquement de 0,3 points par an. Parce que tout se passe mieux. Et là, c'est encore une piste à creuser. Donc, la matière organique et le sol qui va mieux, ça se voit tout de suite quand on met le semoir dans le champ, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Si ça fait de la belle terre fine dans des terres que d'habitude on arrive à peine à labourer dans le temps, on se dit c'est le jour et la nuit, quoi. On arrive à faire ça il y a des parcelles aujourd'hui, on passe dans le champ, ça fait de la belle terre fine comme avant quand on préparait des terres à betterave, quoi. Et là, alors qu'on a juste passé un petit coup de semoir. Et là, c'est déroutant parce que clairement, c'est que le système va mieux. On marche quand il fait sec comme là, tu marches sur les turicules de vers de terre, ça croustille sous les pieds, quoi, dans les champs. Il y a plus de, la terre colle plus aux pieds. Enfin, c'est des petits indicateurs en fait. Mais on le ressent, on le voit que le sol va mieux. On met un coup de bêche, la bêche elle descend, c'est ferme mais elle descend. C'est plein de petits paramètres comme ça qui nous font voir que ça va mieux en fait. Ok, vous avez évoqué le taux de matière organique. Ouais. Il en est d'où actuellement? Il a évolué comment ces dernières années? Et est-ce que vous avez un objectif pour l'avenir? Alors, le taux de matière organique, ouais, il a évolué un petit peu. Alors, c'est jamais facile parce qu'il y a toujours le problème de l'analyse qu'il faudrait toujours faire exactement au même endroit. Et c'est jamais précis. Aujourd'hui, on est entre 3 pour les moins bonnes à 6 pour les meilleures de matière organique. Clairement, si on avait le double, on serait mieux, hein. Il n'y a pas de limite, hein. Je pense que plus on en aura, moins on aura de problèmes. Moi, je le vois même quand on met des herbicides dans des champs où il y a de la matière organique beaucoup plus, des anciennes pâtures ou des choses comme ça. Ça fait très longtemps d'ailleurs qu'il était en pâture, mais juste sur les parties qui étaient encore en herbe, qui avaient beaucoup plus de matière organique, il n'y a jamais de phyto, il n'y a jamais de problème. Les plantes, comme elles sont mieux nourries, il y a plus de tout se passe mieux. Le rendement est meilleur, tout est mieux en fait. Donc il faut arriver à des taux de, à mon avis, 5, 6%, 7%, ça serait bien. Il ne faut pas se limiter dans l'idée de se dire oh non, c'est trop. Non, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de.
Et puis pour l'eau, Concernant la gestion des cultures, c'est quoi les bioagresseurs qui sont pour vous les plus problématiques? Qui étaient les plus problématiques et qui le sont encore? alors il y a les pucerons là depuis 2 ans qui nous ont bien enquiquinés quand même à ce niveau-là. Après en colza, c'est comme partout, hein, Altice, Charançon. On n'a plus trop de soucis avec les plants de campagne, donc un peu les altises. Là aujourd'hui, on fait des essais avec des plantes, donc ça va encore ça. Toute la partie insecte, je pense qu'on va arriver à la gérer. Le plus gros problème qu'on a, ça reste l'herbe à gérer. Vu qu'on veut mettre des faibles doses, plus pas de travail, au bout d'un moment, ça commence à devenir sur la ligne rouge, quoi. Donc c'est ça aujourd'hui le plus compliqué. Les maladies, on a le climat qui change quand même, hein. Donc on a quand même moins de maladies qu'avant, j'ai l'impression. Ok. Une question de Anne Orsin. Pourriez-vous préciser pourquoi vous avez arrêté l'orge d'hiver? Alors l'orge d'hiver, on l'a arrêté, c'est pour une question technique. Oui, technique, clairement. C'est parce qu'en fait, une année sur deux, elle était déclassée en fourragère et elle passait pas en brassicole parce que quand on est en semis direct, on mettait à l'époque l'escourgeon derrière le blé et du coup, on avait des repousses de blé et on dépassait les 2% de repousses de blé dans l'escourgeon et du coup, tout était… du coup, on se faisait déclasser à chaque coup. Et en plus, on a remplacé par l'orge de printemps pour faciliter le désherbage. Parce que ça nous permet d'avoir une interculture plus longue, donc de ramener un couvert dans le sol. Et sur les raies gras et vulpins, ils poussent quand même beaucoup moins au printemps qu'à l'automne. Et du coup, on part sur un sol propre juste avant de semer l'orge. On sème l'orge dedans et on a beaucoup moins de problèmes. Et de plus, sur escourgeon, ils ont supprimé beaucoup de matière active. Et en fait, il n'y avait plus de moyen de désherber, quoi. Donc, à chaque coup qu'on faisait un escourgeon, on se retrouvait avec un tas d'herbe, quoi. Donc, voilà, c'est les 3 raisons qu'on fait qu'on a arrêté l'orge d'hiver. Ok. Merci. Une question de Marie-Paul Ravenot sur le taux de sucre, le degré Brix. Comment est-ce que vous l'utilisez, vous l'interprétez, à quoi ça vous sert plus précisément en détail? Alors, on aimerait bien s'en servir plus parce que bon, je le fais de temps en temps, mais je n'ai pas le temps de le faire tout le temps. Je pense qu'il faudra vraiment bosser là-dessus et avoir plusieurs parcelles et vraiment le faire à des heures précises et tout ça bien, quoi. Alors, nous, on reste agriculteurs, on n'est pas très, très bon dans dans la précision, mais quand on a, en général, quand même, quand les plantes ont des taux de sucre plus élevés, elles sont quand même en meilleure forme. Elles attirent moins les insectes, on a moins de soucis. Donc, on le mesure avec un réfracto classique, hein, mais donc il y a quelques échelles qui ont été données, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle qui avait donné les échelles par plante, suivant les stades. Et bon, quand on est en haut de la fourchette, c'est quand même que la plante est en meilleure santé que quand le taux de sucre est bas, quoi. Donc, on s'en sert comme ça. Après, je pense qu'il y aurait vraiment un boulot à faire là-dessus pour presque se dire, bon, voilà, le taux de sucre est bon, pas de souci, ça ne sert à rien de faire un fongicide, ça ne sert à rien de faire ça. Ça pourrait peut-être être à bosser, voir si ça ne peut pas être un indicateur d'aide à la décision, quoi. Parce que c'est facile à faire, en fait, hein. Faut juste avoir les valeurs qu'il faut. Ok. Remarque et question de Christian Bockstaller. Une remarque sur l'ammonitrate qui pose problème pour le sol, mais qui, d'un autre côté, se volatilise moins que la solution azotée. Question, donc ça c'était la partie remarque. Et sur les questions, le compost, d'où vient-il? Avec quelle matière première est-il fabriqué? Sachant qu'il peut y avoir des pertes d'azote pendant les processus de compostage. C'est sûr. Alors pour le compost, là pour l'instant, c'est clair, net et précis. Il vient de Hollande parce qu'il n'y a que qui ont des élevages. Nous, en France, on n'aime pas avoir des élevages, des gros en tout cas. Donc c'est du lisier de porc déshydraté. C'est loin d'être le mieux. On est conscient. Par contre, économiquement, on peut se le payer. Donc je pense que c'est quand même mieux que de mettre du minéral. En tout cas, dans le bilan carbone, c'est sûr que c'est beaucoup mieux. Et puis, ça ramène quand même de la vie du sol. Donc, le compost, on l'a mis pour ça.
Et en fait, on l'enrichit donc en basalte pour amener des oligos et du paramagnétisme. Et là, je pense que je vais essayer de l'enrichir aussi, peut-être avec un peu des EM, des micro-organismes efficaces, et faire un apport de consoude dessus juste avant de l'épandre, pour qu'ils soient déjà avec les micro-organismes. En fait, ils vont avoir la nourriture, ça va être leur compost, et ils seront disséminés dans tout le champ. On va essayer d'enrichir notre compost pour qu'il soit le plus efficient possible, on va dire. Et l'apport, on va essayer de le faire tout début octobre, quoi. Fin septembre, début octobre, sauf pour les colzas. Mais parce que quand la température redescend, ça va mieux quand on a moins de pertes, quoi. Parce que mettre ça en plein soleil au mois de juillet, c'est pas l'idéal, quoi. Ensuite, la deuxième question, donc c'était sur l'ammonitrate qui a moins de pertes. Alors ouais, c'est sûr, mais quand on voit ce que ça fait sur une plante, l'ammonitrate, ça fait pousser, quoi. Mais ça la met pas du tout en bonne santé, quoi. Donc c'est sûr, mais en fait, c'est la réglementation qui est un peu embêtante. Il faudrait pouvoir mettre la solution azotée plus tôt. À la rigueur, sous la pluie, elle aura déjà beaucoup moins de volatilisation. Et plus avancé, parce qu'avec les sécheresses qu'on a, là, je voyais des agriculteurs qui étaient un peu en retard, ils viennent seulement de mettre leur solution azotée. Je ne sais pas si elle marchera avant le mois de juin, à ce rythme-là. Donc, c'est compliqué. C'est vrai, il y a tout ça, il faut toujours faire le pour et contre. Aujourd'hui, la balance, en ce moment, elle est partie sur ce compost-là, parce qu'économiquement, on arrive à passer. Après, je ne dis pas, l'ammonitrate, c'est sûr que c'est super pratique. Mais l'urée serait peut-être plus intéressante pour le sol que l'ammonitrate. Mais moins pour les protéines. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on veut qu'on fasse des protéines, mais on ne nous les paye pas. On nous donne 2 euros alors que, de la tonne, alors que en fait, ça nous en coûte peut-être 10 de plus à essayer de les faire, quoi. Donc, c'est le problème français, quoi. Ça, c'est... Alors, vos dernières remarques renvoient à une question, à plusieurs questions qui sont posées, notamment une d'Olivier Réchauchère sur qu'est-ce qui devrait évoluer dans la réglementation ou dans les différentes formes de soutien à l'agriculture pour favoriser les évolutions de votre ferme. Donc, vous avez indiqué des questions de réglementation par rapport aux apports azotés. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais, il y a d'autres choses, ouais, ça c'est sûr. Il y a clarifié la situation au niveau de tout ce qui est utilisation d'extraits fermentés et d'huile essentielle. Alors là, c'est un vrai sac de nœuds. Alors en conventionnel, ça passe parce que voilà, ils s'en foutent en fait. Mais alors, par exemple, en bio, c'est une galère parce que personne ne sait exactement. Les contrôleurs ne savent pas si c'est bio, si c'est pas bio. Les extraits, suivant les plantes, comme elles n'ont pas toutes été demandées, il y en a qui sont autorisés, d'autres qui n'y sont pas. Il y en a pas un qui dit pareil. Et les huiles essentielles, l'autre jour, je lisais un document de l'ITAB. L'ITAB faisait un recensement de toutes les huiles essentielles utilisées en bio. Et à la fin, il mettait, mais de toute façon, elles n'ont pas d'homologation, on ne devrait pas les utiliser. Je dis, bah, ok, c'est cool. Mais en fait, ils sont conscients que tout le monde en utilise pour résoudre les problèmes, mais personne ne cherche à les homologuer, ou au moins à les autoriser, de dire bah, c'est naturel, du moment que c'est une huile essentielle issue de plantes biologiques, on l'autorise en agriculture biologique, par exemple. Eh bien non, ça doit être trop compliqué à faire comme ça, parce qu'ils veulent qu'il y ait des homologations sur tous les produits qui sont mis dans les champs. Donc ça, c'est un vrai souci, en fait. Là, on est confronté à ça là, en ce moment, et on ne sait pas trop comment faire. Alors, ouais, c'est dommage, parce que on va être obligé de passer par des huiles essentielles adjuvantées avec des produits chimiques qui auront moins d'efficacité, mais qui seront homologués. Et dans le prolongement, une question de Christian sur la recherche agronomique. Qu'est-ce que vous attendriez de la recherche agronomique pour vous aider dans vos évolutions de pratique en termes de connaissances, en termes de références? Ouais, c'est un vaste sujet. Je pense qu'il faudrait presque refaire une. En fait, c'est un système. Aujourd'hui, on comparait des modalités. Dans les essais, on compare une modalité, c'est-à-dire on change un fongi ou on change un insecticide et on compare. Mais en fait, il faudrait mieux comparer un système global. Et ça, c'est pas trop fait. Alors, en tout cas, à ma connaissance, ça, j'ai juste vu à Oberhacker en Suisse où c'est qu'ils ont comparé un système labour et un système non labour là, depuis 20 ans. En faisant toutes les. Mais ça reste qu'une modalité qu'ils ont changé, c'est labour, non labour.
Mais vraiment comparer un champ coupé en deux et faire un système, on va dire, global, résilient, et l'autre en faisant tout ce qu'on peut, et l'autre en le faisant en classique, ben ça, il n'y a pas vraiment d'essai. À chaque fois, les essais, on va amener un extrait, on va amener une huile essentielle, et on va dire ah bah dis donc, bah, ça marche pas. Bah oui, mais ça marche pas, mais en fait, il n'y a rien qui a été mis en place avant que ça marche. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut qu'on soit sur un sol vivant. Donc le sol, il doit être à, on va dire, le sol, il représente peut-être 70-80% du problème. Et c'est souvent lui qu'on considère comme un support, alors que c'est loin d'être un support. Il y a tellement de choses qui s'y passent dans un kilo de terre qu'il faut repartir en arrière, quoi. Il faut qu'on reprenne l'agronomie. Et je pense que sur ça, on a encore beaucoup à apprendre. Alors, je n'ai pas dit que c'était facile, hein, mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre. Des observations, des choses comme ça. Peut-être là, quand je vois des agriculteurs là, comme Jean-Charles Devilliers là, qui fait des essais sur les TCO, alors il fait que ça, il en fait mais des quantités astronomiques, des enrobages de semences et tout. Alors c'est tout le monde fait avec son petit truc, avec la petite cuillère, on rajoute, on fait un essai, on regarde si c'est mieux. Mais c'est dommage, pourquoi ça c'est pas testé en labo je sais pas. Enfin... Après, si je peux juste un peu compléter, je pense que, enfin, tu disais, ça manque d'essais systèmes. Je pense que quand même, à l'INRA et dans tous ces réseaux, il y a quand même pas mal d'essais systèmes qui sont mis en place, mais il y a peut-être un manque de communication, en tout cas sur les résultats que ça donne. Et ce que tu disais, oui, c'est qu'il y a des choses pour les agriculteurs qui sont quand même difficiles à tester, d'aller tester telle ou telle huile essentielle dans tel ou tel contexte, et de vraiment faire les choses de manière cadrée et d'observer, de quantifier les résultats. Et ça, c'est des choses beaucoup plus difficiles à mettre en place par des agriculteurs et qui ne semblent pas du tout compliquées quand on a des moyens de laboratoire. Ben, c'est sûr. Ouais. Quand tu vois les référentiels qu'on a, enfin, moi j'ai tout, quelle huile essentielle va fonctionner, quelle tisane ou décoction va fonctionner sur tel ou tel problème. Bah, pourquoi ils ne sont pas validés scientifiquement, quoi. Enfin, là, c'est que parce que c'est des expériences d'agri qui ont été remontées et cumulées sur des protocoles. Mais tu te dis, mais pourquoi que derrière, personne s'en emparait et a fait tous ces essais-là réellement validés? Si, il y en a quelques-uns qui le font. Mais le problème, c'est que oui, alors peut-être qu'ils restent à l'INRA, tu vois. Ils n'arrivent pas jusqu'à notre technicien de COP, hein, parce que lui, après, ils ne vend plus de phyto. Ça ne l'arrange pas trop, en fait. Donc, on va voir, là, il va y avoir normalement, ils n'auront plus le droit, les conseillers, d'être en même temps vendeurs. Donc, peut-être que ça va aider. À la base, moi, j'étais plutôt contre, mais aujourd'hui, je suis complètement pour, quoi, que ça soit séparé. Parce qu'on se rend compte que quand le commerce, il est avec celui qui conseille, et ben, des fois, ça fait un petit peu des petits soucis. Donc, les gens, ils ont peur du changement, donc il faut les accompagner, quoi. Une question de Manon d'Ardonville qui, au sujet de la résilience, vue comme une capacité à résister face et à persister face à des perturbations. Est-ce que vous pourriez illustrer un peu plus justement vos changements de dynamique de rendement, l'évolution des marges, de vos temps de travail sur ces 10 dernières années, et puis peut-être également illustrer plus particulièrement une année qui aurait été complexe et qui, du moins complexe pour la plupart des agriculteurs de votre région, mais pour laquelle eh bien, la résilience de votre système s'est exprimée. Alors, déjà, je pense qu'on n'a pas assez d'antériorité, ça c'est sûr. Il va falloir faire encore 10 ans pour vraiment être bien sûr de tout ça. Ensuite, le problème qu'on a pour comparer les rendements, alors là, ils sont plutôt la tendance à la baisse au niveau clairement, rendement pur et dur, on va dire, net. Le problème, c'est que même si on avait été en conventionnel, en fait, ils sont à la baisse dans notre région. Donc, on a tellement le contexte météo qui nous influe tellement fort depuis 2016 qu'on n'arrive plus à faire de comparaison par rapport à l'antériorité, quoi. On est complètement déconnecté d'avant. Depuis 2016, il n'y a plus rien qui ne va, quoi. Et après, pour tout ce qui est par contre, la marge brute, alors au début, c'était un peu dur parce qu'il a fallu réinvestir et puis on n'est pas bon tout de suite, hein. On n'est pas encore très très bon, hein, faut se le dire, hein. On peut toujours faire mieux. Et on a le droit qu'à un essai par an. Ça, c'est notre problème en agriculture. Et là, on commence à dégager des marges. On le voit, malgré qu'on ait fait une mauvaise récolte en betterave l'année dernière à cause des pucerons, l'exploitation, elle n'est pas dans le rouge, quoi. Et ben ça, c'est quand même bien.
Quand je vois le nombre d'exploitations autour de chez nous qui sont dans le rouge, voilà. Alors, c'est ça. En fait. Il faut arriver à baisser. De toute façon, les charges de mécanisation dans l'agriculture française est trop élevée. Il faut être un peu plus opportuniste aussi. C'est-à-dire que quand il y a une culture qui va bien à faire, que c'est la bonne période et que ça va bien, et ben on en fait un peu plus. Et puis, on va faire un peu moins de celle d'après. Et puis, il ne faut surtout pas forcer. En fait, on ne peut plus faire des assolements qui soient réglés comme du papier à musique. Il faut aussi prendre les opportunités au moment où elles se présentent. Et des fois, à chaque fois qu'on a voulu forcer, à chaque fois, c'était une gamelle. Donc, ça, c'est sûr. Après, je pense que le système résilient, il va venir de plus en plus parce que plus notre matière organique va monter et plus les à-coups de chaud, de sec et tout ça, ils passeront de mieux en mieux. Mais monter de la matière organique dans un sol, vous savez tous, ça met du temps. Et ça c'est le nerf de la guerre. C'est la météo, en fait, c'est un facteur extérieur qu'on n'arrive pas à comparer d'une année sur l'autre, quoi. Mais en tout cas, ce qui a l'air fort dans ton système, c'est que la résilience, en tout cas au niveau économique, tu l'as fait jouer surtout sur le fait que tu as diminué un peu tes charges partout où c'était possible. Et même si tu encaisses des baisses de rendement, tu sais qu'économiquement, tu es capable de résister à pas mal d'à-coups climatiques ou d'attaques de bioagresseurs parce que ton seuil de rendement acceptable, il est bien plus bas qu'il était avant, quoi. Ah bah c'est sûr, avant, il nous fallait 90 quintaux en blé pour s'en sortir. Aujourd'hui, à 70, on sort encore une marge, quoi. Donc, automatiquement, c'est moins dur de faire 70 que de faire 90, même en prenant. Voilà. Après, l'histoire du temps de travail, on passe beaucoup moins de temps dans les champs, pas mal de temps au bureau, mais ça, c'est un autre problème. et après, aujourd'hui, là, comme nous, on s'est mis à tout fabriquer nous-mêmes, ouais, si, ça prend du temps. Mais en fait, c'est parce qu'on est parti du principe de tout réintégrer sur notre exploitation. Donc, les extraits fermentés, les tisanes, les décoctions, tout ça, à faire soi-même, les macérations, et j'en passe, et ça prend beaucoup de temps. Par contre, si sur l'année, j'économise par rapport à avant 15 ou 20 000 euros de phyto, ça peut presque me payer un salarié. Je préfère avoir un salarié qu'avoir des phytos. Et ça fait plus de monde qui travaille sur notre petite commune perdue dans le milieu de la Marne. Donc, en ce sens-là, le sens social, je pense que c'est aussi plus résilient. Les voisins, maintenant, ils savent un peu ce qu'on fait. Ils ont peut-être moins peur du pulvé. Là, l'autre jour, on leur a dit qu'on allait certainement replanter des haies dans les champs. C'est pareil. Au conseil municipal, c'est rigolo, mais tu n'as que les deux agriculteurs qui étaient « Oh, non, pas des haies », alors que tous les autres, ils étaient ravis. Au niveau du regard aussi de la société, je pense que les gens, ils sont plus ouverts que les agriculteurs, en fait. Parce qu'ils font tous des jardins à permaculture, ils font tous des évolutions comme ça. Et voilà. Et donc, faut en être conscient que la société, elle évolue aussi et qu'il ne faut pas toujours aller à l'encontre d'elle, quoi. J'avais une petite question, moi, sur la baisse des charges de mécanisation. Tu l'as fait essentiellement parce qu'il y a des outils qui ne servent plus, parce que tu as notamment limité le travail du sol, ou est-ce que c'est aussi parce que tu as rationalisé au sens où il y a une incitation quand même à renouveler le matériel régulièrement et que c'était peut-être des fois un peu inutile? Alors, on a fait les deux. On a déjà commencé par avoir un smart de semi-direct. Mais comme on s'est dit, on y croit, on a vendu tout ce qui est traîné comme ferraille dans les cours. Et en même temps, on s'est regroupé, on est passé, donc au lieu d'avoir qu'une exploitation de 150 hectares avec le matériel, on est sur 300. Donc, avec, on va dire, presque moins de capital de matériel qu'avant, quoi. Et aujourd'hui, là, on est en train de se regrouper pour passer à 500 hectares et avec toujours pas plus de matériel. Alors, il sera renouvelé un peu plus fréquemment, quoi, évidemment. Ouais. Mais au final, à l'hectare, le coût, il baisse, c'est évident. Okay. Voilà, on a agité les deux fonctions, quoi. Que sinon, tu peux pas. Et puis, quand tu réinvestis avec quelqu'un, ça met 5 ans, 7 ans avant de le voir. Parce que tu viens de réinvestir. Donc, on arrive à la 5e, 6e année, ça y est, tout est fini de payer, mais le matériel il est encore en état. Là, on va commencer à faire des grosses économies, en fait. Mais tout ça met du temps. Mais le problème, c'est qu'il faut mettre le truc en place
pour l'avenir. Mais tant qu'on ne démarre pas, on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'en sortir. Hein, Ouais, bien sûr. Et sur le temps de travail, tu disais tout à l'heure que tu avais amélioré, enfin en tout cas, toi, tu te sentais pas moins débordé peut-être qu'avant, alors que tu Alors, dis que tu as refait plein d'autres trucs sur la ferme. Donc, qu'est-ce que tu as gagné de temps sur quoi? alors je ne dirais pas qu'on est moins débordé, mais alors pour les champs, c'est sûr qu'on est moins débordé. Parce que, parce que en fait, on fait plein d'autres activités. On fait de la prestation, on fait des vignes, on fait du champagne, enfin voilà. Donc on est quand même assez débordé. Et puis on s'implique un peu dans les associations d'agroécologie et de choses comme ça. Donc ça nous prend du temps. Mais c'est une autre facette du métier qu'on n'avait pas avant. Avant, on était tête dans le guidon à aller gratter les champs. Bah, ça, on le fait presque plus. Aujourd'hui, si on prend tous nos tracteurs, le Télesco, tout ça sur nos 2 fermes, leur moteur, cumulé tous les heures, on est en dessous des 4 heures à l'hectare d'heures moteur. Mais il y a tous les temps de route, il y a tout ça dedans. Ah, Donc, donc en fait, tu te rends compte, et on a beaucoup de routes parce qu'on est sur 11 communes. Donc en fait, dans les temps, je suis sûr que j'ai au moins un quart, voire un tiers de temps de route sur les 4 heures. Donc, c'est pour ça qu'il faut constater que on passe moins de temps dans le champ. Mais on a plus de travail différent. Et puis, si ça te permet de te libérer et de te faire une activité qui te rapporte et qui te fait plaisir, faire de la vente directe, faire de la transformation, des choses comme ça, ça amène aussi une plus-value à la ferme. Hein. ouais, bien sûr. Et du coup, sur les assos, sur le fait d'échanger, d'apprendre, de te former, c'est hyper estimé, mais tu dirais que c'est quoi? C'est 5 jours par an, 10 jours par an, encore plus que. Plutôt plus que 10, que 5. Mais je fais déjà environ 3, 4. J'en suis déjà. Quand je réfléchis, j'en suis déjà à 4 jours de formation depuis le début de l'année, tu vois. Déjà. Ok. Après, le temps sur SAI, la seule agronomisation qu'on a avec Aude. Après, je vais aussi chez PADV pour un agriculteur du vivant. Un peu aussi avec Arbres et Paysages en Champagne pour le côté un peu plus vigne et puis agroforesterie. Voilà, donc cumuler tout ça, oui, ça fait un peu de temps, quoi. Mais après, on le regrette pas. Hein. Non, mais et une ouverture d'esprit, ça fait du bien et on voit plus les choses de la même façon, quoi. Ouais, ça marche. Il y a encore quelques questions dans le QR, Christophe. Oui, alors des questions notamment sur la diversification des cultures. Est-ce que c'est d'après vous un point clé de la résilience du système? Et en lien avec ça, sur les légumineuses qui ont été rajoutées, est-ce qu'elles ont été rajoutées en pur? Quel débouché? Et quel apport sur le bilan azoté de la rotation? Ouais. Alors, les cultures, alors tout ce qui est légumineuse, en fait, on les a rajoutées pour l'instant en pur. Très clairement, je pense qu'après, on va peut-être les rajouter, comme je disais tout à l'heure, dans du blé ou dans des choses comme ça. Il faut essayer pour les févroles. On les a rajoutés pour le système, parce qu'un système blé, colza et courgeon traditionnel de Brie, ça ne marche pas. C'est que des cultures d'hiver. Le jour qu'il n'y a plus d'herbicides, je ne sais pas comment on fait. Voilà. Ça, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Donc, ensuite, en bilan azoté, c'est sûr que ça amène quelque chose. En économique, ça en enlève pour l'instant, parce que les févroles, ça fait quand même 2 ans que ce n'est pas des années faramineuses. On est plus près de boire le bouillon qu'autre chose, hein, malgré qu'on limite les charges. Après, par contre, à rajouter au crédit de la févrole, c'est qu'un colza de févrole, il fait toujours au moins 10 quintaux de plus qu'un colza d'orge. Donc, voilà, au prix du colza aujourd'hui, ça fait réfléchir. Donc ça, c'est sûr. Après, le débouché des légumineuses. Alors ça, c'est un vrai truc. Alors pour le coup, là, je pense qu'il faudrait aider les éleveurs à apprendre à se servir des légumineuses qu'on fait pousser en France que d'acheter du soja, par exemple. Parce que moi, j'ai des éleveurs à côté qui achètent du soja. Je leur dis, si vous voulez, je vous vends des févroles. Hein, ah ouais, mais non, parce qu'on ne sait pas s'en servir. Dans la ration, on ne sait pas comment l'utiliser. Je fais, ok, c'est cool. Je fais, c'est quand même dommage d'aller chercher du soja, on ne sait pas d'où. Même si on en fait pousser du soja, mais ils sont incapables de s'en servir autrement qu'en tourteau. Ça, c'est quand même dommage pour la résilience du secteur autour de chez nous. Ça serait quand même pas inintéressant. Ensuite, là, on va faire des lentilles, on fait des vesses. Les lentilles, on va essayer de les vendre nous-mêmes. Donc,
on va les mettre en paquet et on va les vendre en détail. Ouais. On va essayer. Merci. On va arriver au terme de ce webinaire. Hein. Il nous reste une petite minute. Il reste encore quelques petites questions, mais quoi qu'il en soit, on les conserve et on pourra éventuellement continuer après ce webinaire. Un grand merci à Gaël et Aude pour leur témoignage. Pour les prochains webinaires, alors notez bien que le prochain est le 7 mai et non pas le 14 pour raison de Pont de l'Ascension. Donc, ce sera le 7 mai sur une thématique de diversité et boucage des cycles avec le témoignage de Benoît Merlot, agriculteur au nord de Lyon, en collaboration avec Florian Sellette de l'ISARA Lyon. Un grand merci à vous tous, excellente journée et à très bientôt. Au revoir. Merci, à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Merci Gaël, merci Aude.